Les sinistrés, c'est-à-dire les frères et sœurs de Goma et ses environs, quel est leur point de vue? Parce qu'on peut toujours construire un village moderne et les gens estiment qu'ils ne peuvent pas y habiter parce que c'est un village construit par les Rwandais. D'accord signé entre le gouvernement congolais et les Rwandais pour l'exploitation de l'or au Maniema n'a jamais été rendu public. Le président de la République s'est déjà exprimé sur les trains de vie des institutions et il avait demandé à ce qu'on réduise pour que tout l'argent du Congo ne soit pas consacré au fonctionnement des institutions. Des individus qui se servent des institutions pour leurs propres intérêts, pour les intérêts de leur famille. Il y en a trop peu dans ces institutions qui soient capables de se priver de quelques avantages pour, n'est-ce pas, redresser le pays. Il y en a trop peu. Et moi, j'en ai l'expérience. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et pourquoi pas économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver sur votre tranche préférée, la tranche Grande Analyse, où nous décortiquons l'actualité politique. Comme vous le savez, l'actualité politique de notre pays est dominée par cette annonce, l'annonce de la proposition de la construction d'un village moderne par le Rwanda qui sera financé à hauteur de 30 millions de dollars. Cette proposition qui fait parler, qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Nous allons parler aujourd'hui avec le président de la ZADO, défenseur des droits humains, avocat. Avec lui, nous allons partager ces plateaux pendant un quart d'heure. Nous allons essayer de passer en revue l'actualité politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez bien compris, je parle de M. Jean-Claude Katende, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour. Maître, comment vous allez? Très bien, et vous-même? Oui, ça va. Comment se porte la ZADO? Bon, la ZADO, comme toutes les autres organisations de la société civile, se porte bien, malgré que le Covid-19 a impacté beaucoup de nos activités. Mais nous restons sur terrain, principalement auprès des jeunes des mouvements citoyens, à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi et aussi à Kolwezi pour essayer de les pousser à travailler sur les questions liées aux ressources naturelles, principalement les mines. Ok, comme on parlait de jeunes, des mouvements citoyens, on parle aujourd'hui, nous allons parler quelques minutes de ça, de beaucoup d'infiltration. C'est devenu presque de mouvements politico-social, comme ça, avec des appointances, avec des partis politiques. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je pense que compte tenu de certains enjeux, les citoyens, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient engagés dans les mouvements sociaux et politiques, il est tout à fait normal qu'ils puissent se mettre ensemble pour des objectifs qu'ils déterminent, qui ne puissent pas être nuisibles ni aux uns et aux autres. Et je ne pense pas que ce soit la première fois que les mouvements citoyens, les jeunes, ainsi que d'autres organisations de la société civile se mettent ensemble avec les partis politiques pour défier certaines questions qui se posent dans notre pays. Je vous rappelle qu'en 2016, nous avions créé le Front citoyen 2016 qui a fait beaucoup parler de lui, et le Front citoyen 2016 était mis en place pour affronter deux questions importantes, la question des élections, mais aussi défier la révision de la Constitution qui était en vogue à cette époque-là. J'estime personnellement que c'est leur droit de se mettre ensemble, mais il faut que ce soit dans l'intérêt de la République. Ok, nous allons parler actualité. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ça sans sa tramelle politique et sociale. Après le
volcan Nyiragongo, il y a eu des sinistrés qui étaient presque mal casés, par-ci, par-là. Et le Rwanda propose aujourd'hui d'étendre la main à la République démocratique du Congo et d'aider à financer la construction d'un village moderne au Nord Kivu, bien sûr, à hauteur de 30 millions de dollars. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce une bonne chose pour la République démocratique du Congo aujourd'hui? D'abord, il est important de souligner le fait que le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand cet incident est arrivé, avait demandé aux partenaires congolais, mais aussi internationaux, de pouvoir venir en aide aux sinistrés. Ça, si le Rwanda répond à cet appel, ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement, il faut circonscrire cette proposition dans le cadre de ce qui se passe, surtout entre le Rwanda et le Congo. Vous savez que le président Tshisekedi a adopté une politique que beaucoup de Congolais ne comprennent pas et que beaucoup de Congolais décrient vis-à-vis du Rwanda. Nous n'avons pas aussi oublié les idées expansionnistes du Rwanda sur la République démocratique du Congo et particulièrement sur la ville de Goma et ses environs. Donc il est question aujourd'hui, avant de pouvoir aller plus loin dans l'analyse de cette proposition, que le gouvernement congolais s'exprime dessus, nous dise qu'est-ce qu'il en est de cette proposition et comment le Rwanda en est arrivé là pour faire pareille proposition. Les 30 millions de dollars viendraient du Rwanda ou de la République démocratique du Congo, peut-être en termes de sous-traitance. Donc, il y a autant de questions qui se posent. Mais en mon point de vue, je pense tout simplement que si le Rwanda veut aider la République démocratique du Congo, c'est de prendre cet argent, le mettre à la disposition du gouvernement congolais, et le gouvernement congolais va décider de ce qu'il va en faire. Alors, certainement, cette idée, vous dites que cette politique elle est presque décriée, cette idée de proximité avec le Rwanda, quand nous savons les idées expansionnistes du Rwanda, et beaucoup de gens ne partagent pas cet avis. Et pourquoi ne pas simplement refuser ou soit affecter à autre chose, peut-être à l'humanitaire? Et pourquoi vouloir construire des habitations près ou soit proche de sa frontière? Ne voyez-vous pas qu'il y a un bruit sur roche dans cette démarche? Non, je pense que d'abord, le gouvernement de la République démocratique du Congo, il est important qu'il s'exprime sur la question. Voyez-vous, c'est une proposition qui... Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose aujourd'hui? Non, je pense personnellement qu'il faut d'abord, si le gouvernement veut prendre cette proposition, qu'il puisse consulter les sinistrés, c'est-à-dire les frères et sœurs de Goma et ses environs, quel est leur point de vue. Parce qu'on peut toujours construire un village moderne et les gens estiment qu'ils ne peuvent pas y habiter parce que c'est un village construit par les Rwandais. Vous avez vu qu'à travers notre pays, il y a beaucoup d'ouvrages que les entreprises, par exemple minières ou pétrolières, ont construits sans l'accord des bénéficiaires et les bénéficiaires ne les ont jamais occupés. Vous avez l'école qui est située sur la grande route à Kisangani qui conduit vers l'aéroport, qui n'a jamais été utilisée. Vous avez au Congo central un marché qui avait été construit par Perenco sans consulter les populations, qui n'a jamais été occupé. Donc il faut que dans cette question, que le gouvernement de la République consulte les concernés pour voir quelle est la décision qu'il faut prendre. Mais comme je l'avais déjà dit, il ne faut pas que le Rwanda vienne construire chez nous. S'il a l'argent, qu'il mette l'argent à la disposition du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui va pouvoir recruter disons les entreprises expertes en la matière pour pouvoir leur confier les marchés. Mais il n'est pas... On crée la contrepartie. Exactement. Vous avez vu que l'accord signé entre le protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et les Rwandais pour l'exploitation de l'or au Maniema n'a jamais été rendu public. Okay. Et nous craignons
que ces genres d'accords qui permettent maintenant au Rwanda qui venait voler, exploiter illégalement les mines en République démocratique du Congo viennent maintenant à la suite d'un accord. Et que si cet accord n'est pas respecté, que le Rwanda revienne en République démocratique du Congo avec ses troupes pour faire respecter l'accord qu'il a obtenu des autorités congolaises. Donc pour nous, nous estimons qu'il faut absolument consulter les concernés avant de prendre n'importe quelle décision et aussi consulter l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Je pense à lire entre les lignes comme ça, donc vous n'êtes pas trop favorable à voir l'érection de ces villages-là, surtout financés par le Rwanda, financés à 100% par le Rwanda. Non, je dis tout simplement que le Rwanda ne doit pas venir construire pour les Congolais, qu'ils mettent l'argent à la disposition du gouvernement de la République démocratique du Congo pour le faire. Parce que nous n'avons jamais oublié que le Rwanda, quoi qu'il arrive, a des idées expansionnistes sur le Congo. On le sait. Est-ce que la RDC manque 30 millions de dollars pour construire un village comme ça? Non, je pense tout simplement... Avec les réserves d'échange ici à 3 millions, 3... Je pense que c'est un défi qu'on lance au gouvernement congolais. Depuis que l'incident, n'est-ce pas, de l'éruption volcanique est arrivé, les sinistrés sont presque abandonnés. Moi, j'ai été à Goma au début du mois d'octobre. Et évidemment, vous allez voir que même les abris qui sont construits ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait penser du gouvernement. Avec un petit vent, vous avez Oui, exactement. Et donc, aujourd'hui, je pense que cette proposition du Rwanda fait aussi suite au fait que le Rwanda a constaté que ces sinistrés congolais ne sont pas pris en charge par le gouvernement congolais. Ils sont presque abandonnés. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment des Congolais qui ont l'intention en grande masse d'aller au Rwanda. Vous avez vu que quand le volcan s'est calmé, presque tout le monde est revenu au Congo. C'est un signe qui démontre que personne n'a cette idée parmi les populations congolaises d'aller au Rwanda, même si nous n'oublions pas qu'il y a certains Congolais qui ont choisi le Rwanda comme leur deuxième pays, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Okay. Merci. Maître Jean-Claude Kapende, vous suivez aussi le débat au sein de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Vous avez suivi cette proposition qu'a fait le vice-président, voulais-je dire, de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Aboundou, qui est le président intérim de l'UDPS, sur la diminution du train de vie des institutions. Il propose que le budget alloué à la présidence et dans d'autres institutions soit divisé par 2 pour financer l'armée, la police et la gratuité de l'enseignement. Votre ressenti par rapport à cette réflexion? Je m'étais déjà exprimé sur la question. J'avais félicité d'abord les vice-premiers présidents de l'Assemblée nationale pour avoir abordé cette question de manière courageuse et en faisant des propositions qui rencontrent non seulement les préoccupations des Congolais, mais qui rencontrent aussi les vœux du gouvernement et du président de la République. Le président de la République s'est déjà exprimé sur les trains de vie des institutions et il avait demandé à ce qu'on réduise pour que tout l'argent du Congo ne soit pas consacré au fonctionnement des institutions. Et vous allez vous rappeler que le député national, c'est Sanga, était revenu sur la même et était parmi les premières personnes qui avaient fait cette proposition qui est excellente. Mais j'étais quand même étonné de voir que le gouvernement congolais, qui est censé avoir parmi le programme qui avait été présenté par le Premier ministre comme priorité la sécurité du Congo. Mais quand vous regardez les budgets qu'ils ont proposés et cette question comme priorité, on est étonné de voir qu'on n'y a pas consacré beaucoup de fonds, alors que c'est une question essentielle. Mais il faut aussi noter que la proposition du vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas été soutenue par beaucoup de députés nationaux.
Ni même le ministre. Exactement, n'a pas été soutenu par ni le gouvernement, parce que le gouvernement a augmenté encore les trains de vue des institutions, encore moins par les députés. Ce qui démontre que les discours qu'on fait mettant en exergue la prise en compte des préoccupations de la population, des Congolais ou du peuple, c'est un discours tout simplement trompeur. Dans le fond, les ministres et les députés nationaux, comme aussi les sénateurs, sont préoccupés d'abord par leur propre train de vie que par la vie, par le pays et aussi par le peuple. Je lis comme ça la réaction d'un député, Juvenal Munobo, l'honorable Juvenal Munobo, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec cette proposition-là. Il est quand même le premier, s'il faut le souligner, à s'être signalé contre cette proposition de M. Jean-Marc Aboun, qui dit que le député national aujourd'hui fonctionne comme des assistants sociaux. Est-ce une bonne raison pour, comme ça, réfuter cette bonne proposition que vous encouragez d'ailleurs? Et je crains, d'autre partie, que cette proposition ne soit pas qu'un chapelet de bonnes intentions et que ça serve comme un pétard mouillé. Non, mais je suis personnellement sûr que la proposition ne va pas accrocher beaucoup de députés nationaux. Ne va pas aboutir parce que, qu'ils soient de l'Union sacrée ou de l'opposition, tous les députés voudraient bien être dans le confort pendant que le peuple souffre, pendant que le peuple est dans la misère. Et même s'ils vivaient avec la moitié de leur salaire, je ne sais pas d'ailleurs aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabound, était incapable de nous dire combien touchaient les députés. On ne sait pas aujourd'hui, on spécule entre 13, 14, 15, 17 000 $. Non, mais je pense que dans le dans le budget en discussion, les émoluments des députés tourneraient autour de 10 000 $. Entre 10 000 vous vous rendez compte? S'ils touchaient 5 000 aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas aisé de vivre avec 5 000 $? Bon, de toutes les façons, nous avons en fait des individus qui se servent des institutions pour leurs propres intérêts, pour les intérêts de leur famille. Il y en a trop peu dans ces institutions qui soient capables de se priver de quelques avantages pour, n'est-ce pas, redresser le pays. Il y en a trop peu. Et moi, j'en ai l'expérience quand j'étais responsable du Front citoyen 2016. Les politiciens de l'époque étaient incapables, n'est-ce pas, de pouvoir cotiser pour les activités, n'est-ce pas, du Front citoyen. Ça, c'est du vécu. Et je suis convaincu que la proposition ne passera pas, mais je pense que le président de la République, étant responsable, n'est-ce pas, de l'Union sacrée, c'est-à-dire de la majorité des députés, il doit pouvoir s'impliquer pour que ces discours sur la réduction de train de vie des institutions ne soient pas seulement un discours pour endormir le peuple congolais. Donc, nous sommes presque arrivés à la fin. Vous avez suivi le procès Mukanda Lonzo. La Cour constitutionnelle s'est déclarée non capable de juger M. Matata Ponyo. Avez-vous vu venir cette situation? En fait, je savais que ça allait venir, mais le point de vue de la Cour constitutionnelle est discutable. Discutable dans la mesure où les faits qui sont aujourd'hui objet de ce procès ont été commis par M. Matata en tant que Premier ministre. Et donc, aujourd'hui, on voudrait qu'on les juge en tant que sénateurs. Mais je pense que la question principale pour nous, c'est que on a liquidé les questions liées à la procédure, mais il reste le fond de la question. Contrairement à ce que beaucoup disent à la cité, que voilà, M. Matata ne sera plus poursuivi. J'ai dit non. Il sera bien sûr poursuivi en ce qui concerne les fonds, mais par la juridiction qui pourra être compétente par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Donc on a liquidé la question en ce qui concerne la forme, mais les fonds demeurent. Et évidemment, je suis sûr pouvoir, n'est-ce pas, juger les sénateurs. Une autre question se posera aujourd'hui. M. Matata n'a pas
été privé de ses immunités en tant que sénateur. Donc on va encore revenir à cet exercice de la levée des immunités. On devrait le faire. C'est pour ça que nous étions insurgés contre ce que le procureur général de la Cour constitutionnelle en effet. M. Matata, on n'a jamais levé ses immunités en ce qui concerne la question de Lukangalonzo. Et vous savez qu'à l'époque, le Sénat s'était prononcé contre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le poursuivre. Et c'est notre point de vue. En une minute, nous sommes arrivés à la fin. Bloc patriotique à la rue pour mettre fin à la dictature qui s'installe dans le pays. Votre point de vue? D'abord, la notion de dictature est discutable. Sommes-nous dans une dictature aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président? Non, je ne pense pas qu'on en soit là. Mais je suis tout à fait d'accord avec les blocs patriotiques qu'ils ont des revendications légitimes en ce qui concerne la dépolitisation de la CENI, en ce qui concerne la désignation de M. Kadima. Et en tant qu'opposition, ce sont des actions légitimes qu'ils mènent. Et nous, notre souhait est que toutes ces actions soient menées conformément aux lois de la République et que la police qui est appelée à encadrer toutes ces manifestations puisse se conduire de manière vraiment responsable. Ce que nous entendons, qu'on a brûlé certains membres de certains partis, qu'on a tué d'autres, je pense que c'est l'intolérance qu'on ne peut pas accepter. Et bientôt que nous allons vers les élections, il faut y mettre fin. Je crois que c'est pourquoi nous nous sommes battus, pour que chacun s'exprime dans les limites, n'est-ce pas, de l'esprit démocratique et que le pays avance comme ça. Merci, M. Jean-Claude KTB, de nous avoir accordé de votre précieux temps. Merci, vraiment, et bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Ok, merci de nous avoir suivis. On attend vos commentaires, vos réactions pendant que vous allez suivre cette vidéo. Et pourquoi pas laisser un commentaire ou nous contacter au numéro qui sera affiché au bas de vos écrans. Merci à Jack Anagila qui était à la prise de vie et qui assure aussi le montage et la réalisation pour cet élément. Merci à Bella Gamba pour l'assistance et merci à la grande équipe rédactionnelle et technique de Vision Plus Télévision, le vôtre, votre trésor. On vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro pour parler du Congo sans tension. Merci.